Dans cet épisode, qui est la suite logique du précédent dans lequel nous avons fait l'achat du premier vélo, on se donne des pistes pour les débuts de l'apprentissage de cette activité, avec des stratégies aussi pour les difficultés, avec nul autre que Mégane Vaillancourt-Cashman, ergothérapeute. Oui, bonjour! On est super content de t'avoir. Et pour les ergots à l'écoute, écoute jusqu'à la fin parce que je vais présenter un article scientifique qui aborde le développement d'une intervention de groupe. Bonne écoute! Et juste au cas où ceci est ton premier épisode, Bouger pour grandir est conçu pour stimuler les réflexions et répondre aux questions des professionnels de la santé, de l'éducation et bien sûr des parents qui accompagnent les enfants dans leur développement moteur, mais pas que. Et moi, je m'appelle Josiane Caron-Santa, je suis ergothérapeute québécoise, canadienne, formatrice internationale dans le domaine du développement de l'enfant, autrice du livre Bouger pour grandir, le petit cousin du podcast et surtout passionnée de faire connaître la facette pédiatrique de mon métier, l'ergothérapie. Sans plus tarder, poursuivons avec l'épisode d'aujourd'hui. Mégane! Oui! Merci d'être de retour. On est prêt à apprendre. Pourrais-tu nous dire c'est quoi les étapes d'apprentissage? Étape 1, étape 2, étape 3, étape 4? Les étapes. Ah, ça va dépendre d'un enfant à l'autre. Ouais. Hein? Avec des enfants qui sont plus réticents, je pense qu'il y a toute une partie plus motivation. Pourquoi on fait ça en ce moment? Est-ce que tu veux en faire? Ouais. Donc, c'est sûr que pour des enfants qui sont plus craintifs ou qui ont été moins exposés à ça, il y a tout un travail avant même de regarder le vélo qui s'en vient. Ouais. Mais quand on commence, on a sorti le vélo, on est prêt. Première chose que je ferais, c'est de la sécurité, bien sûr. Donc, le vélo, il ressemble à quoi? Qu'est-ce que j'ai sur mon vélo? À quoi ça sert? Donc, on parlait de freins tantôt. Est-ce que mes freins, c'est rétropédalage ou c'est aux mains? Si c'est aux mains, rétropédalage, on va apprendre comment ça fonctionne. Puis, tu sais, les freins aux mains, il y a des degrés de freins. Mon but, c'est pas nécessairement que l'enfant pèse sur les deux freins en même temps, à côté, au fond, puis le stop passe par-dessus son vélo. OK. Donc, si je freine c'est pas on and off le frein, non. C'est je freine graduellement puis je mesure au fur et à mesure. Exactement, parce que si je freine sec tout de suite, ça se peut que moi je continue, mais que mon vélo il continue pas lui. Fait que on préfère justement apprendre tout ce qui est sécurité avec mon vélo, comment ça fonctionne et tout ça. Après ça, j'irai avec le démarrage. Donc, je démarre comment? Est-ce que je mets tout de suite mes deux pieds sur les pédales puis j'espère aller assez vite pour pas tomber à côté? C'est sûr que un pied à terre, un pied sur une pédale qui est mise en haut pour donner une impulsion, c'est la façon que moi je préfère parce que je suis capable de pousser en premier avec mon pied à terre, donner mon impulsion pour commencer avec mon pied sur la pédale, venir rechercher puis continuer le mouvement. Est-ce qu'il y a un avantage à mettre à faire la propulsion avec le pied dominant ou non dominant? Ça dépend parce que c'est sûr qu'au début, on veut que l'enfant soit à l'aise. Donc, on va avoir un côté, comme dans tout, où est-ce qu'on est plus à l'aise. Sauf que on veut que l'enfant soit capable de partir avec les deux pieds de deux façons. Puis on veut pas, hey, attends, il faut que je le place là. Faut que l'angle soit parfait. Faut que là, mon lancer, il va pas comme ça, là. Fait qu'on veut, à la fin de la journée, que l'enfant soit capable de partir avec le pied gauche à terre ou le pied droit à terre. C'est sûr qu'au début, on préfère avoir un pied qui est fort sur la pédale parce que c'est ça qui va être plus difficile versus le mouvement quasiment de course à côté sur le sol. Donc, on va voir, tu sais, il y a aussi dans tous les sports, des fois, on n'est pas toujours droitier, gaucher, donc voir avec l'enfant qu'est-ce qui est le plus naturel pour lui à ce moment-là. Une fois qu'on voit qu'on est vraiment sécuritaire dans nos choses, puis qu'on se sent bien, puis qu'on a les capacités, là, on peut mettre le juste défi de changer de pied. OK, continue. Ensuite de ça, pédaler. Qu'est-ce que je fais? Est-ce que je pédale à fond la caisse pendant toute ma balade sans problème? Ou je pense à je veux ralentir. Qu'est-ce que je fais quand je ralentis? Est-ce que je pédale encore puis je freine en même temps? Donc, la gestion et frein et pédale, qu'est-ce que je fais avec mes pieds? Donc, pédaler, vraiment, mouvement qui ressemble un peu à de la course
avec les pédales. Gestion de est-ce que je veux ralentir, est-ce que je veux accélérer, qu'est-ce que je vais faire. Ensuite de ça, c'est sûr qu'on veut aller faire des virages. Donc, au début, des virages vraiment, vraiment larges, pas d'obstacles proches, tout ça. Plus ça y va, plus on veut que l'enfant soit capable de tourner en respectant s'il y a des terre-pleins, si on est sur un trottoir et qu'il tourne. Mais on veut pas qu'on passe tout droit dans la rue. Là. Faut l'anticiper. Oui, exactement. Donc, virage, moi, c'est comme une des premières choses que j'apprends aussi parce que faut être capable de se promener. Nos routes sont pas faites en ligne droite tout le temps pour toujours. Non. Donc, c'est ça. Ensuite de ça, virage de plus en plus serré, de plus en plus, je tourne, mais comme sec. J'irai ensuite passer par-dessus des petits objets. Je veux pas que mon enfant voit une petite roche à terre puis se dise « Il faut que j'arrête maintenant parce que si je passe par-dessus, c'est terminé. » Donc, mettre des petits objets comme des cordes au sol, des petits bâtons, là, je parle pas des gros. La bûche. Oui, c'est ça. Pour qu'on puisse passer par-dessus puis voir « Ah, tiens, j'ai une petite bourse. C'est correct. Je suis encore sur mon vélo. J'ai encore mon équilibre. Parfait. » On sait que dans les rues aussi, quand les enfants vont inévitablement aller se promener dans une rue, on a les nids de poules? Non? On est au Québec, oui, il y a les nids de poules. Les drains d'égout, là. Ah oui. Tu sais, passer par-dessus ça, ça va donner un petit en haut, en bas à notre vélo. On veut se préparer à ça, puis pas que l'enfant fasse il y a une pente, il va y avoir des petits chocs. On veut être prêt pour ces petits obstacles-là. Mais c'est vrai que j'aime vraiment ça que tu mentionnes ça parce qu'on l'entend jamais. C'est pas intuitif de déterminer à l'avance, en étant sur le vélo, cet obstacle-là semble trop haut, je vais le contourner versus selon la texture et la vitesse à laquelle je vais, parce que ça fait une différence. Oui, vraiment. La petite corde, elle peut nous stopper si on va pas vite. Ben non, c'est ça. Mais si on va vite, on passe par-dessus. Fait que de mesurer un peu la capacité de mon vélo à surmonter ça ou pas, puis prendre la bonne décision. Exactement. Puis non seulement ça, on sait pour monter sur un trottoir, il va toujours avoir une petite pente si on rentre. Donc, se préparer aux pentes montantes et descendantes. Comment je gère ça? Qu'est-ce qu'il faut que je fasse avant? Tu sais, pour monter, il va falloir que j'aille une plus grande vitesse, une plus grande impulsion. Mais pour descendre, je vais peut-être me ralentir un petit peu pour pas partir en flèche pour traverser la rue. Il y a le changement de texture de surface aussi. Si tu passes de l'asphalte à un gravier, ça déstabilise. Oui, définitivement. Fait que c'est toutes des choses qu'on veut essayer. On veut tester le plus de choses possible avant d'aller justement dans un environnement pas connu, puis que là, on soit sur le terrain, prêt à faire du vélo, mais je sais pas trop comment gérer ça. T'sais, on veut pas apprendre sur le tas, on veut le tester avant, être prêt. C'est sûr, après ça, on va aller dans tout ce qui est comme sécurité plus routière. Donc, tu sais, les signes, être capable de tourner, là, je le ferai pas, là, mais tourner ma tête, regarder par-dessus mon épaule, voir est-ce qu'il y a une voiture qui s'en vient, est-ce qu'il y a quelqu'un qui s'en vient, est-ce qu'il y a un autre vélo qui veut me dépasser, être capable de vraiment être on n'a pas de rétroviseur, là, en vélo, faut faire notre angle mort aussi. Oui, on veut être capable de vraiment être en contact avec notre environnement puis de savoir ce qui se passe autour. Tu sais, je peux entendre une voiture, mais est-ce que je sais à quel point elle est loin? Est-ce qu'elle est proche? Est-ce que finalement c'est une voiture qui faisait pas beaucoup de bruit? Puis là, je vais essayer de tourner, puis finalement, j'ai pas regardé, elle est là. Donc, vraiment avoir un contact visuel avec notre environnement, vraiment important, là. Les règles de communication aussi avec les bras, là, pour annoncer qu'on tourne. Exactement. Donc, tu sais, d'être capable de lâcher une main de mon vélo pour dire « Hey, je m'en vais à droite, je m'en vais à gauche, je m'en vais tout droit. » Important, si j'ai besoin d'indiquer où est-ce que je m'en vais, je suis tout seul parce que papa, maman est pas venu avec moi, il faut que je sois capable de lâcher une main de mon vélo puis être capable de coordonner les deux et qui font pas le même mouvement du tout, là. Ça peut venir plus vite qu'on pense. Et là, on parle d'apprentissage, on peut se dire, ben là, je vois pas mon 5 ans tout seul dans le trafic, il n'y a pas besoin de savoir ça tout de suite, mais c'est pas long qu'il y a certains enfants qui sont très confiants, compétents, comme tels avec le vélo, et que on voudrait les laisser s'en aller jusqu'au parc, même si on 6 ans ou 7 ans, et que c'est important de parler de tous ces aspects sécurité-là avant. Exactement. Puis plus c'est amené tôt, plus le jour où on va en avoir de besoin, ben ça fait longtemps qu'on l'apprend. C'est plus
mentalement là, on sait plus quoi faire, on a été préparé, puis ça nous laisse le temps d'avoir plus de mise en situation où est-ce que, tu sais, papa, il m'a demandé 14 fois déjà de me dire que je m'en vais à droite versus, tu sais, je l'ai fait une fois, je me rappelle pas trop, c'est quoi qu'il faut que je fasse? Puis, c'est peut-être évident, mais je pense que ça vaut quand même la peine de le mentionner au niveau de l'habillage pour la sécurité. Est-ce qu'il y a des choses à favoriser? C'est sûr que on fait du vélo en été, on va avoir chaud. Donc, je comprends tout ce qui est short, sandales, chandail à manches courtes. On veut quand même avoir une certaine épaisseur entre nous et l'asphalte si jamais on avait à tomber. Donc, c'est sûr que, tu sais, je privilégierais... Mon Dieu, c'est pas un verbe, ça! Privilégierais. Ça, exactement! Je vais pas dire un autre verbe. J'irais plus avec des vêtements qui couvrent tout ce qu'on va probablement tomber plus. Donc, tu sais, coude, genoux. Puis c'est sûr, au niveau des souliers, je veux des souliers qui vont rester à même mon pied. Mais je veux pas avoir des souliers avec des plateformes où est-ce que je sentirai pas ce qu'il y a en dessous de mes pieds. Je vais être capable de sentir mes pédales. Donc, des souliers fermés, c'est sûr que je privilégie ça. Puis non seulement fermés, attachés pour pas que ça parte, tu sais. Un Crocs, c'est fermé. Mais si je l'accroche dans ma pédale, ça se peut que j'en aille plus après ça. Oui, c'est ça. Puis les lacets aussi, là, pour pas que ça prenne dans la chaîne, et etc. Exactement. Donc, tu sais, pas des lacets qui traînent à côté de nos souliers, là, mais qui restent là. Oui, moi, les signes, ça va bien. Et quand ça se passe pas comme prévu, quand c'est difficile... C'est quoi qui peut rendre ça difficile, puis qu'est-ce qu'on peut faire? C'est sûr que on a des choses qui sont plus au niveau physique ou au niveau plus dans la tête de l'enfant. Est-ce que l'enfant croit être capable, croit en ses capacités? C'est sûr que si l'enfant, c'est un enfant qui est plus prudent, qui a vraiment besoin d'être sûr de son affaire avant de faire du vélo ou n'importe quelle autre activité, il y a tout ça à passer par-dessus. On pourra pas mettre en application nos choses si l'enfant refuse. On le prendra pas, on le mettra pas sur le vélo, puis on n'ira pas faire aller ses jambes. Donc, il y a toutes des choses à ce niveau-là qu'il va falloir qu'on écarte. Ce que j'aime bien utiliser, c'est des pensées menottes, des pensées lunettes. Donc, est-ce que mes pensées en ce moment, ils me lient puis ils m'empêchent de faire ce que j'ai à faire? Ou c'est des pensées qui m'aident à voir mieux puis voir, hey, ce que je pensais tantôt, là, est-ce que ça me sert en ce moment? Non, ça m'empêche de faire quelque chose, on tasse ça. Donc, c'est des choses qu'on peut naviguer avec l'enfant, en parler, puis aussi décortiquer. J'ai peur de tomber. OK, pourquoi t'as peur de tomber? J'ai passé proche tantôt. OK, mais pourquoi t'es pas tombé si t'es passé proche? Ah, ben j'ai mis mon pied à terre. OK. Fait que si t'étais proche de tomber, est-ce que tu saurais quoi faire? Ah, ben oui, j'ai mis mon pied à terre, je suis capable de le faire, c'est ça que je ferais. Donc, tu sais, de refléter souvent qu'est-ce qui s'est passé. Il y a beaucoup d'enfants. Ouais, mais j'ai quasiment fait ça. Est-ce que c'est arrivé? Oh non, j'ai réglé la situation. OK! Donc, tu sais, aller dans tout ça. C'est sûr aussi qu'on a des obstacles un petit peu plus physiques. Donc, il y a plein d'adaptations qu'on peut faire à un vélo. Tu sais, il y a plein de choses qu'on pourrait faire pour rendre ça moins demandant au niveau de pédaler. On pourrait aussi trouver des choses au niveau de l'équilibre qui nous aident, mais plus on en fait, plus on développe nos capacités pour le faire. Donc, qu'on commence avec des 3 minutes de vélo, après ça, qu'on y aille à un 5, il y a déjà quasiment le double de fait. Là. Donc, plus on s'expose, plus au niveau physique, on va être capable. Puis sinon, il y a plein d'accessoires qu'on peut aller chercher pour aider justement à ce qu'au niveau physique, ça nous bloque pas de prendre part à cette activité-là. Là. Comme quoi? J'ai une liste ici. Vas-y. Donc, tu sais, on peut utiliser ce qu'on appelle la girafe, donc ce qui part en arrière du vélo du parent, qui aide à traîner l'enfant. L'enfant a quand même quelque chose à pédaler, sauf que il y a quand même l'impulsion du parent, prend part quand même à l'activité. Il n'est pas responsable de sa propre équilibre. Avec la girafe? Oui puis non, parce que c'est principalement le parent. Parce que le parent a son vélo à 2 roues et tout ça. Sauf que si l'enfant décide de partir d'un côté, ça va tout emmener l'équilibre du parent d'un côté. Donc, il faut quand même qu'il gère comment lui se tient. Parce que il va venir contrebalancer un peu son parent. C'est-tu un peu comme...
une corde rigide. Fait que quand on tient une corde, dans le fond, ça t'aide avec l'impulsion, mais pas autant. T'as encore le contrôle de la position, là, assez. Exactement. Ouais. Le parent a le principal contrôle de la position, mais l'enfant peut venir envoyer d'un bord et de l'autre. Si on se tient, puis que toi, tu restes droit par là, mais moi, si je décide qu'on penche, ben, tu sais, je vais t'emmener avec moi, veux pas. Donc, il faut pas non plus que l'enfant... Faut que moi, je réagisse à ça. Exactement. Pour pas ton... Oui. Ouais, donc, c'est un travail d'équipe, dans le fond, avec la girafe. Après ça, on a un petit peu plus ce qui est câble de remorquage à vélo. Donc, l'enfant est lié par comme une corde plus molle au vélo du parent. Donc, là, on est en charge vraiment de notre propre vélo. Sauf que faut que je reste derrière mon parent parce que si je me mets à aller plus loin, je vais tirer mon parent avec moi, ce qui est pas souhaitable. Mais on peut quand même avoir de l'aide au niveau de l'impulsion parce que le parent peut quand même tirer l'enfant à un certain point. Donc, je peux avoir un certain niveau de vitesse. Puis je peux aussi me faire traîner à une vitesse où est-ce que je vais quand même garder mon équilibre, mais j'aurai pas nécessairement à pédaler aussi fort. OK. Puis, je viens de réaliser qu'on n'a pas parlé des petits trous. Ben oui, c'est vrai. Ah oui! Ah, les petits trous! Si on revient un petit peu plus tôt, c'est-tu un bon moyen de démarrage? Ça peut être un bon moyen de démarrage. Ça dépend de l'enfant, encore une fois, parce que on veut pas créer un besoin aux petits trous. OK. T'sais? Les petits trous, c'est le fun parce qu'on peut les mettre de plus en plus hautes puis qui servent juste si jamais je vois qu'il y a une perte d'équilibre, venir donner un petit appui pour revenir. Sauf que on veut pas que l'enfant s'attende à faire ça puis il n'y ait pas le réflexe de venir mettre la jambe s'il y a une perte d'équilibre. Donc, à voir si un enfant est vraiment sécurisé par le fait d'avoir ces petits trous, d'accord, on va pouvoir venir les monter. Mais c'est ça, il faut vraiment considérer, on est rendu dans notre apprentissage, puis c'est quoi notre but? Est-ce qu'on a encore 3 étés à pratiquer ça avant de plus avoir besoin des petits trous ou là, en ce moment, il faut que je sois vraiment fonctionnelle maintenant puis que j'ai pas fait de tricycle, j'ai pas fait de draisienne, peu importe. Est-ce que je suis prêt à commencer sans petits trous? Là? OK, bien merci pour ce retour en arrière. Plaisir. Et là... Parlons d'ergo, la perspective de l'ergothérapeute qui va accompagner un enfant qui se trouve en plus grande difficulté au point, dans le fond, que le parent souhaite de l'aide pour accompagner son enfant là-dedans. Donc, comment l'ergothérapeute approche, dans le fond, cet accompagnement-là? Puis, commence par ça. Ah oui! J'y vais, je me lance. C'est sûr qu'en tant qu'ergothérapeute, quand on commence à accompagner un enfant, je vais le voir faire du vélo, mais je vais aussi aller faire toutes des observations hors du vélo, dans ce qui est tout sportif, que ça soit des activités où est-ce que je vais avoir besoin de coordonner œil-main. Fait que je pense juste au jeu de ballon, au jeu de balle, de l'équilibre sur des planches d'équilibre. On a plein de tests au niveau de l'équilibre qu'on peut faire. Donc, j'aime bien aller voir mes capacités brutes, physiques, si on peut dire. Puis après ça, j'aime beaucoup ça aller voir en vélo parce que un peut pas être représentatif de l'autre ou vice-versa. Mais j'aime bien éloigner les deux parce que dans un contexte vraiment occupationnel du vélo, comme on en parle depuis le début, il y a plein d'appréhensions ou de peurs qui peuvent venir jouer. Puis il y a aussi un contexte outre la maison à la clinique. Moi, je suis pas le parent. Souvent, les enfants vont se sentir un peu moins à l'aise de me dire non à moi. Je vais être capable de les pousser plus loin qu'à la maison. Donc, il y a aussi cet aspect-là de je te mets dans un endroit qui est sécuritaire, il y a juste moi qui te dis hey, il faut que tu fasses ça. Puis, ils sont peut-être plus enclins à essayer. Puis, s'il arrive quelque chose, il y a, j'aime pas utiliser ce mot-là, là, mais il y a l'expert qui est là pour m'aider. Fait que, il y a comme un peu cette étiquette-là qui vient avec nous. Mais c'est sûr que si on voit que c'est vraiment au niveau de l'occupation qui est difficile en général, même pas juste la force, l'équilibre, tout ça. L'ergothérapeute va être là pour faire sens de l'activité au complet. OK. Ben, je trouve ça vraiment le fun ce que tu as apporté là. Dans le fond, l'ergothérapeute, c'est pas un professeur de vélo. Non. Il va faire cette analyse de l'activité-là, s'assurer qu'il comprend bien. Est-ce qu'il y a des capacités sous-jacentes qui sont pas là ou est-ce que c'est plus au niveau de l'occupation en elle-même? Puis, il va trouver des stratégies qui vont être adaptées à cet enfant-là, à sa façon de voir les choses. Exactement. Puis, on est aussi
très créatifs dans nos stratégies, puis pas juste nos stratégies, le matériel qu'on peut amener pour changer les demandes du vélo, les ramener plus basses ou outiller l'enfant à être plus efficace dans son activité de vélo. Donc, tu sais, il y a une panoplie d'accessoires qui se vendent en ligne. Est-ce que c'est bon? Est-ce que ça aiderait? L'ergothérapeute est là pour faire sens de ces ajouts-là, puis de voir est-ce que c'est une bonne idée selon j'ai les capacités de mon enfant sur comme un papier, ils sont toutes décrites. Est-ce que ça serait mieux pour telle raison? Mais tu sais, juste de voir un accessoire, l'ergothérapeute va être capable de venir comparer avec les besoins, les forces de mon enfant aussi, parce que même si l'enfant a des difficultés, il y a des forces aussi qu'on va utiliser comme levier. Donc, on va trouver des accessoires, puis on va vous aider à mettre en place des stratégies pour que nos forces viennent contrebalancer les défis, puis les adaptations vont aider dans ce sens-là. Là. OK. Là, tu as parlé d'équipement. As-tu des exemples concrets de stratégies créatives ou d'activités ludiques pour commencer ou poursuivre l'apprentissage du vélo? Des jeux de n'importe quel type, ou est-ce que, là, je pense juste à partir des 2 pieds, on associe une couleur à un pied. Si je te lève une couleur, c'est avec ce pied-là que tu pars, tu te places. On part l'inverse. Il y a aussi, ben justement, on en a un petit peu parlé, je pense, mais les groupes de vélo, l'environnement de groupe aussi, où est-ce qu'un enfant va pouvoir regarder un enfant, avoir du modeling visuel tout de suite de cet enfant-là, il fait ça, peut-être que je pourrais essayer ça, puis de voir qu'il n'y a pas juste lui qui a peut-être des difficultés, là. Et la thématique qui peut venir avec ça. Là, ça n'existe plus. Malheureusement, il y a longtemps, à notre clinique d'ergothérapie, on avait un groupe de vélo qui s'appelait Vélo Fusée, qui avait été conçu par Sébastien Provencher et Kevin Lee. Et c'était super bien thématisé. Et il y avait le petit passeport et tous les exercices, les activités qui venaient ensemble, dans le fond, pour développer les capacités, mais tout ça était encadré de la thématique. Donc, c'était super motivant pour les enfants. On est avec des enfants. L'important, c'est que ça soit amusant et ludique. Donc, une thématique là, qui nous permet de faire sens encore plus de l'activité. Parce que si je parle à mes copains d'un groupe de vélo, ça va te donner un sens de responsabilité et de l'autonomie. Ils vont me regarder puis faire « Regarde, de quoi tu parles? » Donc, on veut toujours rendre ça amusant, s'assurer que l'enfant a du plaisir, puis une thématique, c'est la façon parfaite de le faire. Là. Tout à fait. Si ça vous intéresse, faites des recherches. Il y a plusieurs cliniques d'ergothérapie qui offrent des groupes d'été. On doit être autour de la période d'inscription aussi. Et pourquoi pas, je vais vous mettre dans les notes sous le podcast un lien pour télécharger le fameux programme de vélo fusée, comme notre groupe n'existe plus. Il pourrait servir soit aux familles ou à d'autres ergothérapeutes qui offrent ce type de groupe-là parce que c'était efficace et les enfants embarquaient beaucoup. Et c'est vraiment le fun quand c'est organisé par les ergothérapeutes. En général, on se base sur des données probantes, puis on a de l'expérience là-dedans. On est prêt à décortiquer l'activité pour aider vos cocos. Oui, super. As-tu d'autres stratégies, par exemple, l'enfant qui veut pas essayer, qui a peur? Y avait-tu d'autres choses que tu voulais ajouter par rapport aux stratégies de l'ergothérapie? Par rapport à un enfant qui a peur, ce que j'aime faire, c'est des activités avec le vélo qui sont pas nécessairement du vélo. Ce que les enfants trouvent bien drôle, puis ce que j'aime faire, mettre un tapis, mettre le vélo par-dessus. Je veux juste que tu t'assoies. Moi, je te brasse. Il faut que tu mettes ton pied d'un côté puis de l'autre. Ils vont trouver ça bien drôle de se faire brasser par un adulte, là. Habituellement, c'est bien comique. Puis c'est une façon déjà de stimuler des comportements sécuritaires de reprise d'équilibre sans même être dehors dans un contexte où on penserait qu'on va faire du vélo. Il y a un tapis en dessous. Papa, maman peut me regarder, mais c'est mon ergothérapeute qui fait aller le vélo. C'est quand même le fun comme activité. Puis ça crée déjà une expérience positive avec mon vélo pour venir un petit peu tasser mes pensées plus négatives, de la peur, tout ça, là. Et sensoriel aussi. Oui, vraiment. Le corps apprend quand même à travers ça. Exactement. Ouais. Bonne idée. Est-ce que tout ce que tu as mentionné, les méthodes pourraient s'adapter
pour des enfants avec des besoins particuliers, par exemple un enfant autiste ou avec un TDAH qui a beaucoup d'énergie ou qui a de la difficulté à faire des apprentissages moteurs. Je pense aux enfants avec un trouble développemental de la coordination, même un enfant avec une déficience intellectuelle qui serait intéressé. Est-ce que c'est les mêmes stratégies, méthodes, mais on va plus lentement à leur rythme, ou est-ce qu'il y a des moyens qui sont plus spécifiquement pour ces enfants-là? C'est une très bonne question. Je pense que tout s'applique quand même, mais on va s'adapter vraiment aux forces puis aux besoins de chacun. Même sans être avec l'étiquette à besoins particuliers, chaque enfant a des spécificités. Donc, le but, c'est vraiment d'adapter l'activité à eux, puis il va peut-être avoir des échelons autres qu'on va ajouter pour vraiment aller cibler leur portrait et s'adapter à ça. Voilà. Comme tu disais, il y a des enfants autistes que savoir comment ça fonctionne, ça motive vraiment, vraiment beaucoup. Fait que, tu sais, de prendre le temps de venir chercher cet intérêt-là pour amener l'intérêt au vélo, tu sais, découvrir comment une chaîne, ça fonctionne, comment pédaler, qu'est-ce que ça fait, comment ça fait tourner mes roues. Tu sais, de venir décortiquer l'activité pour vraiment venir chercher cet intérêt-là, puis décortiquer encore plus l'activité quand on a des difficultés qui sont plus motrices ou d'endurance et tout ça. Je pense juste qu'il faut vraiment être conscient de ça puis l'adresser avec l'enfant. Faut pas que ça reste un non-dit, puis il faut qu'on soit clair de en ce moment, c'est difficile. C'est correct. Qu'est-ce qu'on va faire ensemble pour que ça le devienne de moins en moins, pour garder notre niveau de motivation puis d'engagement dans notre activité, là? Ce que j'aurais envie d'ajouter, c'est que à l'âge où on débute généralement le vélo, 4, 5, 6 ans, l'enfant n'aura peut-être pas été identifié comme ayant ce type de difficulté-là. Exactement. Souvent, ça vient un petit peu plus tard. Donc, quand l'enfant a de la difficulté, de là, peut-être aller consulter l'ergothérapeute parce que on le saura pas que l'analyse visuelle est difficile ou que pour lui, c'est particulièrement complexe, les séquences motrices, par exemple. Exactement. On va pouvoir faire, même sans avoir un diagnostic quelconque, on va pouvoir voir des forces, des difficultés, puis ajuster l'activité, trouver le juste défi tout le temps de cette activité-là, pareil. Il y a une étude que je voulais partager parce que je disais tantôt, il y a des cliniques d'ergothérapie qui offrent des groupes de vélo, mais il y en a pas assez pour les besoins. Non. Et une étude qui pourrait peut-être inspirer des cliniques d'ergothérapie, je sais que il y a beaucoup d'ergothérapeutes qui nous écoutent, à peut-être se lancer et qui donne des méthodes pour la mise en place, la mise sur pied, la mise sur roue, l'organisation. La mise sur roue! d'un groupe de vélo. Alors, le titre de l'article, c'est « Learning to ride a bike, developing a therapeutic intervention ». Donc, apprendre à aller à vélo, développer une intervention thérapeutique. Ça a été publié en 2016. Okay. Donc, c'est quand même dans ce qu'on peut considérer assez récent parce qu'il n'y a pas énormément de littérature en ergothérapie qui sort à ce niveau-là. Caroline Dunford, Suzanne Ratmel et Katrina Banigan. Et l'article mentionne, dans le fond, l'importance de l'occupation pour les enfants, tout ce que tu as abordé tout à l'heure. Et ils ont conçu un programme d'intervention orienté vers la tâche, donc l'apprentissage du vélo et non les capacités sous-jacentes. Super. Et ce qui est impressionnant, c'est que leur cohorte avait 53 enfants avec diverses difficultés. 89% des enfants ont appris à faire du vélo de manière indépendante, la plupart dans un délai de, peux-tu deviner? 4 semaines? 4 heures. 4 heures? 4 heures. Wow! De là, un groupe bien conçu et dont il nous donne la méthode dans l'article et je vais le laisser sous l'épisode en référence. C'est expliqué comment eux proposent cette activité-là aux enfants. Donc, je trouvais ça inspirant pour les ergots de mettre ça en place cet été ou peut-être l'été prochain. Puis, il y a plein d'autres informations là-dedans. Toi, est-ce que
On t'a trouvé très sympathique et que ce soit pour le vélo ou pour la motricité globale, la motricité fine, est-ce que tu reçois des enfants si on t'écoute puis on a un enfant puis on aimerait te consulter? Avec plaisir. Oui. Si vous voulez me voir une fois ou 2 semaines, je travaille au Centre des îles et des ailes à Varennes. J'ai encore des plages ouvertes. Je suis prête à vous recevoir pour cet été. Oui, donc si jamais il y a quelque chose aujourd'hui que vous avez entendu qui fait ça sonne une cloche, je pense que Mégane elle pourrait m'aider, ça va me faire plaisir. Vous pouvez appeler au Centre des îles et des ailes et je vais vous accueillir avec plaisir. Génial. Merci Mégane. Merci beaucoup. Bye bye. Merci d'avoir écouté et à bientôt pour notre prochain épisode. Et d'ici là, vous pouvez me retrouver quotidiennement sur les réseaux sociaux, consulter mon blog et profiter de mes ressources gratuites en joignant ma communauté au josiannecaronsanta.com/guide. Le podcast Bouger pour grandir est une production de l'Académie de formation JCSI, des formations en ligne sur le développement et fonctionnement de l'enfant, de la perspective de l'ergothérapie. C'est tout pour cet épisode et sur ce, je vous dis à très très bientôt pour continuer à parler d'ergo. Bye!